Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme annoncé, je vous fais une vidéo sur la suite du cours qu'il faut prendre en note et je vérifierai ça au prochain cours jeudi. Donc, on avait vu ensemble les tensions géopolitiques autour de l'énergie et là, on en arrive à la deuxième sous-partie du grand 2 sur les tensions, cette fois environnementales. Vous le savez, on en a déjà parlé, le problème de l'utilisation de l'énergie, c'est que ça pollue. Et si on commence, donc toutes les énergies polluent, et en particulier les énergies qu'on appelle les énergies fossiles. Première forme de pollution que ça entraîne, c'est ce qu'on a vu, c'est l'émission de CO2. Je vous montre ici des photos de ce qu'on appelle le smog dans certaines grandes villes. La pollution est telle qu'il y a certains matins, certaines journées où il y a une espèce de brouillard, mais qui n'est pas du brouillard, c'est de la pollution en fait. On appelle ça donc le smog. Là, je vous montre ces deux photos. Et donc ça, c'est révélateur de cette pollution au CO2, mais qui a des effets bien plus graves que juste du brouillard, hein. C'est ça qui contribue, notamment en grande partie, au réchauffement climatique. Premier problème, l'émission de CO2 et donc la participation au réchauffement climatique. Autre problème de l'utilisation des énergies fossiles, ça va être les risques de pollution dont on a déjà parlé, par exemple les marées noires. Donc vous savez, c'est quand il y a soit des pétroliers, soit des plateformes pétrolières qui fuient en mer, le pétrole se déverse dans l'eau et finit en général par arriver au niveau des plages. Donc là, vous avez une photo en haut d'une plage où le pétrole s'est déposé. Donc vous comprenez que ça pose un problème, qu'il faut le nettoyer. Et comme vous voyez sur l'autre photographie que j'ai mise, c'est un gros problème aussi pour la faune et la flore aussi d'ailleurs, avec des animaux qui se retrouvent englués dans le pétrole et ils peuvent évidemment en mourir. Donc ça, ce sont deux des problèmes dont on a déjà un peu parlé des énergies fossiles, de la pollution des énergies fossiles. Une fois qu'on a dit ça, on va se centrer un petit peu plus sur l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, on a vu, elle a beaucoup de succès parce qu'elle ne rejette pas de CO2. Donc elle pose pas les mêmes problèmes que les énergies fossiles de ce point de vue-là. En revanche, elle pose deux gros problèmes. Le premier, ce sont les risques d'explosion, d'accidents, comme il y a eu à Fukushima en 2011. Et le second problème, c'est qu'elle produit des déchets radioactifs. Puisque, on en avait parlé un petit peu en cours, la radioactivité, ce problème, c'est qu'elle se maintient sur très, très, très longtemps. Pour, l'uranium, c'est par exemple 700 millions d'années, donc c'est beaucoup plus que, la durée dans laquelle on se projette quand on est un humain. Les atomes, en fait, ils sont encore instables et surtout la conséquence la plus problématique, c'est que ça entraîne des problèmes de santé pour les êtres vivants. Ça peut être des déformations, ça peut être des cancers, et cetera. Alors, je vous avais demandé à ce moment-là de regarder la vidéo. Si certains n'y ont pas eu accès la dernière fois, il y en avait quelques-uns qui étaient dans ce cas-là. Je vous mets un lien pour pouvoir aller la voir maintenant si vous voulez. Il faut regarder en gros les 5 premières minutes, hein. Et donc, il y avait trois questions auxquelles vous deviez répondre pour la dernière fois. Donc, je fais la correction ici. Le premier, c'était de répondre à savoir quel était le projet en débat à Bure. Le projet, c'est la construction d'un lieu de stockage souterrain pour conserver les déchets nucléaires qui sont les plus radioactifs. Donc on les enterre sous terre, vous avez vu dans la vidéo, hein, les images. Deuxième question, que dénoncent les militants? Donc là c'est une question qui nous amène à voir quelles sont les critiques. Alors les militants, c'est globalement des écologistes et ils dénoncent le fait qu'en fait c'est une sorte de poubelle, à mettre entre guillemets, radioactive pour une durée très très longue, des milliers d'années. En plus, pour eux, c'est particulièrement grave parce que c'est dans un endroit qui est encore préservé, dans un espace de forêt, etc. Et troisième problème, c'est aussi un problème pour le dynamisme économique de la région, puisque en installant ça ici, les gens vont plutôt avoir tendance à vouloir partir, en tout cas, et à ne pas s'installer. Vous n'avez pas forcément envie de vous installer à côté d'un lieu où on stocke des déchets nucléaires. Donc ça, c'est ce que dénoncent les militants. Troisième question, pour essayer de voir quels sont les arguments qui défendent le projet, comment l'entreprise, donc ici c'est l'ANRA, qui est chargée de construire le lieu de stockage, défend-elle le projet? Donc là, vous avez bien vu dans la vidéo, il y a plusieurs arguments. Le premier, c'est que le sol, il est composé d'argile. En fait, l'argile, c'est assez dense et ça évite les infiltrations d'eau. Parce qu'un des gros problèmes, c'est si l'eau se retrouve contaminée par les déchets nucléaires.
Deuxièmement, les déchets sont stockés dans des cylindres sécurisés, donc vous les avez vus dans la vidéo, qui sont complètement étanches, etc. Et les opérations sont également effectuées par des robots pour éviter qu'il y ait des hommes, des humains qui soient impliqués et donc potentiellement contaminés. Et enfin, ils évoquent aussi la possibilité qu'on aurait de déplacer ces déchets encore pendant un siècle si jamais il y avait nécessité de le faire. Donc, vous voyez, cet exemple-là nous permet de voir comment il y a des tensions autour, par exemple, du nucléaire. Donc, qui ne pose pas les problèmes de CO2, mais là, autour de la construction de ce lieu de stockage, vous avez des gens qui sont contre, qui dénoncent ce projet, alors que, au contraire, il y a des gens qui le défendent, qui expliquent qu'il est sécurisé. Donc, on a bien ici un exemple de tension environnementale. On en arrive à la troisième partie, vers la transition énergétique, point d'interrogation. Et premier point, première sous-partie, voir qu'il y a une prise de conscience mondiale. On verra que la question c'est quels sont les effets concrets de cette prise de conscience, mais il y a en tout cas une prise de conscience mondiale. La première chose essentielle qu'il faut comprendre, c'est que la notion dont vous avez tous déjà entendu parler, la notion de développement durable, c'est une notion qui est en fait relativement récente, entre guillemets, puisqu'elle date de 1987. Cette notion, c'est une définition importante à connaître. Ça désigne un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre celui des générations futures. C'est-à-dire faire en sorte que les gens aujourd'hui continuent à vivre et qu'on continue à répondre à leurs besoins, mais sans que ceux des générations d'après, leurs enfants, leurs petits-enfants, soient pénalisés par ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça l'idée du développement durable. Du coup, une fois qu'il y a eu cette notion qui est apparue un peu, depuis les années 90, les États, ils ont pris conscience qu'il fallait agir à l'échelle mondiale. Et donc, il y a eu plusieurs accords, plusieurs tentatives d'accords, plusieurs accords qui ont été faits. Alors là, je vous en mets quatre. Vous pouvez ne retenir que deux sur les quatre, les deux que j'ai mis en gras. C'est simplement pour vous donner un peu une chronologie. Un premier qui est important, c'est pour ça que je le mets, parce que c'est vraiment le premier un peu de ce type-là, c'est le sommet de la Terre de Rio en 1992 qui rassemble, vous voyez, 178 pays, donc c'est un peu nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'on reconnaît vraiment collectivement l'existence d'un changement climatique qui est d'origine humaine. Et il s'engage un peu à lutter. Autre date importante, les protocoles de Kyoto en 97. Donc là, vous avez un peu plus de pays, mais beaucoup de pays signataires, mais aussi des pays importants qui ne l'ont pas signé. C'est un peu le problème de ce protocole de Kyoto, c'est que c'est un accord qui est contraignant, c'est-à-dire tout le monde s'engage à réduire les émissions de CO2, mais des pays comme les États-Unis ou la Chine, qui sont, vous vous souvenez, les deux premiers pollueurs mondiaux, ne le signent pas. Donc évidemment, ça limite un peu les effets concrets de cet accord. Vous avez plus récemment la conférence de Copenhague en 2009, qui est un peu connue parce qu'il n'y a pas eu de texte adopté en fait. Donc c'est un peu une sorte d'échec, parce qu'ils disent qu'il faut limiter le réchauffement climatique, mais en fait il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de contrainte. Donc c'est un peu un échec. Et beaucoup plus récemment, et là pareil, je vous mets en lien une vidéo que vous pouvez aller voir sur la COP 21 qu'on avait évoqué. Là c'est 195 pays et c'est un accord vraiment où il y a cet objectif de limiter le réchauffement climatique. Néanmoins, une des limites de cet accord, c'est qu'il oblige les pays, si vous voulez, à déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas d'aspect contraignant au-delà de ça. Donc, si vous voulez, hein, je resynthétise. Bilan, protocole de Kyoto en 97 qui donne lieu à un accord contraignant, mais certains pays très pollueurs ne le signent pas. Et COP 21 2015, un accord qui engage beaucoup plus de pays, mais qui n'est pas aussi contraignant. Et en plus de ça, on en avait parlé, hein, je vais leur dire juste après, mais les États-Unis en sont partis, même si là peut-être ça va changer. Tous ces accords mettent un peu en lumière une notion importante qui est celle de transition énergétique. L'idée, ça va être de transformer vraiment le modèle énergétique actuel par l'utilisation d'énergies renouvelables, ça c'est la première chose. Donc moins d'énergie fossile, plus d'énergie renouvelable, et par la réduction de la consommation d'énergie. Donc c'est important, il y a les deux aspects, c'est-à-dire non seulement il faut consommer différemment avec d'autres sources d'énergie, mais aussi il faut essayer de consommer moins. Cependant, comme on l'a vu, c'est ce que j'évoquais juste avant, le problème c'est que certains pays refusent d'appliquer un peu ce genre d'idée. Et là, vous avez cette caricature qui vous montre un peu l'idée
D'un côté, Barack Obama, qui est représenté à gauche comme président des États-Unis, avait signé l'accord de la COP 21, alors que Donald Trump, dès qu'il arrive au pouvoir, une des premières mesures qu'il fait, c'est de quitter ces accords de Paris, se retirer des accords de Paris. Alors, histoire qu'il va peut-être falloir mettre à jour, puisque Joe Biden, comme je le disais, a dit qu'il allait se remettre dans les accords de Paris quand il arriverait au pouvoir. Donc ça peut évoluer. Mais vous voyez que ça montre quand même que c'est fragile, ces accords. Deuxième sous-partie, on va s'intéresser justement un peu à ces énergies renouvelables et on va voir que leur développement est encore limité. L'avantage des énergies renouvelables, on l'a dit en cours, c'est que comme leur nom l'indique, elles sont illimitées. Le soleil, le vent, etc., c'est pas des choses qui vont s'arrêter ou s'épuiser, et qu'elles sont également nettement moins polluantes, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, que les énergies fossiles. Première chose à constater, c'est que la place des énergies renouvelables dans le monde, elle, augmente ces dernières années. Là, je vous ai mis un graphique qui présente différents types d'énergies renouvelables. Ce qui nous intéresse ici, c'est la courbe globale, qui ajoute en fait tous les types. Et vous voyez que en 2012, on était à un peu plus de 60 gigawatts et qu'en 2018, on est à 180 gigawatts. Donc, on est quand même à quelque chose qui a augmenté très fortement sur une période très récente. Donc, c'est un signe qui est plutôt encourageant du point de vue des énergies renouvelables, ça augmente. Néanmoins, alors si avant de mettre des limites, un autre chiffre intéressant, c'est que sur le total de toutes les consommations d'énergie, c'est aujourd'hui 20% du total. Enfin, en 2017, c'était 20% du total qui était des énergies renouvelables, puisqu'en fait, il faut ajouter ces deux chiffres-là. Donc, vous savez, ça prend de l'importance. Et certains pays ont atteint des scores très élevés en termes de pourcentage d'énergie renouvelable. Là, en fait, cette carte, elle vous montre que les pays qui sont en plus foncés, ils ont plus de 25% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie. Mais en fait, c'est même beaucoup plus. L'Islande a réussi à atteindre 100% d'énergie renouvelable. Et vous avez en fait, là on s'arrête à 25, mais certains pays comme la Norvège ou la Suède sont à plus de la moitié de leur consommation d'énergie qui est en énergie renouvelable. Donc vous avez certains pays qui ont des pourcentages d'énergie renouvelable, hein, ENR c'est énergie renouvelable, là, qui sont très élevés. Néanmoins, et ça va être un peu la nuance, ce n'est pas le cas partout. Et là vous avez ce document dans votre livre qui vous parle de la consommation d'énergie aux États-Unis. Et quand on regarde les États-Unis, bon, on observe que c'est quand même un petit peu plus faible, puisque quand on prend les énergies renouvelables, c'est-à-dire hydroélectricité et autres, ici sur ce graphique, vous remarquez qu'en 2012, on est à 10%, d'une part, donc bon, c'est pas encore beaucoup. Et d'autre part, quand on regarde l'évolution, c'est ça aussi qui est pas très encourageant, c'est qu'on est passé de 7 à 10% en quand même 22 ans. Donc il n'y a pas eu une très forte augmentation de ce point de vue-là. Et le problème, on en revient toujours à ce même problème, c'est que ça concerne notamment cette faiblesse des énergies renouvelables des pays qui polluent beaucoup, comme les États-Unis ou la Chine. Donc il y a des signes encourageants, mais d'autres éléments qui montrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà pour ce qu'il faut faire pour jeudi. Je vérifierai donc ça quand vous reviendrez en classe.